Aujourd'hui, c'est une joie et un honneur d'accueillir Jacques Villemain, qui, avec originalité, revisite la question des massacres vendéens de 1793 et 1794, en proposant un autre angle d'analyse, et celui des historiens, engagés parfois sur un champ de bataille des mots. Jacques Villemain, aujourd'hui, nous propose une approche juridique qui constitue un réel tournant. Énarque, diplomate et juriste, chargé d'enseignement à Sciences Po durant une dizaine d'années, Jacques Villemain a travaillé pendant plusieurs années sur les questions de justice et de droit pénal international, ainsi que sur la guerre de Vendée. Il nous livre aujourd'hui son analyse et nous l'en remercions sincèrement. Livre qu'il dédicacera à l'issue de la conférence dans l'espace boutique du logis que vous connaissez bien. Nous accueillons donc Jacques Villemain. Bienvenue à lui au logis de la Chaboterie. Je crois que j'ai 45 minutes pour vous parler de ma thèse sur les violences de la guerre de Vendée. Mon sujet, je ne suis pas du tout, je ne suis pas historien, je suis formé en sciences politiques, l'histoire en fait partie. Je ne suis pas historien universitaire, je suis diplomate, mais spécialisé en droit, puisque les diplomates se spécialisent soit en droit, soit en économie, soit en géopolitique. Enfin, nous avons diverses cordes à nos arcs, et puis on essaye chacun d'avoir un petit peu son petit talent particulier. Moi, c'est le droit, et c'est dans ce cadre-là que j'ai dû travailler pendant quelques années à La Haye, auprès des tribunaux pénaux internationaux, le tribunal pour le Rwanda, pour la Yougoslavie, la Cour pénale internationale, le tribunal Sierra Leone, le tribunal pour le Liban, et puis la Cour internationale de justice, enfin, les tribunaux internationaux. Et alors que je revenais en France par le Thalys, c'est assez court de faire Paris-La Haye, comme j'aime beaucoup l'histoire, j'achète toujours une revue au kiosque avant de prendre le train. Et cette fois-là, c'était une revue, c'est la revue L'Histoire, une revue universitaire qui parlait notamment de la Vendée. Et il y avait une chose qui m'avait beaucoup surpris, c'était qu'on décrivait, les historiens qui écrivaient dans cette revue, décrivaient tout à fait des faits que moi, je reconnaissais immédiatement pour être soit des crimes de guerre, soit des crimes contre l'humanité, voire le crime de génocide que j'avais à examiner, notamment dans le cadre des affaires rwandaises et yougoslaves, et en même temps niait avec une véhémence qui m'avait surpris d'ailleurs, le fait que ce fussent des crimes. Ça m'avait beaucoup surpris de voir à la fois décrit très exactement ce qu'en droit on appelle ce genre de crime, et en même temps nier que la nature criminelle des faits. Mais comment est-ce qu'on... Il y a là quelque chose, une espèce de hiatus ou de fossé entre les savoirs qui est quand même tout à fait surprenant. Et donc j'ai creusé le sujet, et puis bon, de fil en aiguille, je ne vais pas vous m'étendre là-dessus. Je vais commencer à écrire un article pour une revue, puis l'article a grossi, parce que je découvrais d'autres choses. À la fin, c'est devenu le livre dont j'ai l'honneur de vous parler aujourd'hui. En fait, le sujet pour moi est le suivant. Les historiens ont évidemment leur domaine de compétence, qui est d'une part d'établir les faits, et d'autre part d'en rechercher des explications, de chercher l'enchaînement des causes, comment est-ce que ces faits ont pu se produire, dans quel contexte est-ce qu'ils se sont produits. Mais la nature criminelle ou non des faits est une question qui est différente. Qu'un historien parle de massacre, d'extermination, ce sont des mots qui sont des mots du vocabulaire courant et du vocabulaire historique. Mais quand on se met à parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, on parle d'une notion qui est une notion juridique, une notion qui est définie par le droit pénal, et donc on ne doit en parler qu'à la condition, à mon sens, de respecter la définition légale. Parce que un mot comme génocide, par exemple, c'est un mot qui est un mot du vocabulaire du droit pénal. Ce n'est pas un mot du vocabulaire historique. Le mot du vocabulaire historique, ce serait extermination. De ce point de vue-là, je trouve tout à fait équilibré, par exemple, les ouvrages d'Alain Gérard, quand il écrit un livre, Les archives de l'extermination, où il ne se prononce pas sur la nature criminelle. Bon, bien sûr que c'est des crimes, mais enfin, il ne se prononce pas sur la qualification pénale
qui est donné, ce qui me paraît tout à fait cohérent avec le devoir d'un historien, encore que ce serait très normal qu'un historien veuille faire une qualification juridique, mais à la condition au moins, sinon de s'improviser juriste, du moins de se renseigner sur ce que l'on entend en droit par crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide. Et donc j'ai écrit ce livre qui consiste à reprendre les faits tels qu'ils sont dans la littérature historique pour ensuite les analyser au regard de ces définitions légales. Alors, je suis obligé de faire une première partie sur la question est-elle pertinente? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que c'est au fond la seule... mon livre est sorti en mars, nous sommes en novembre, je n'ai eu qu'un seul contradicteur, du moins à ma connaissance, donc c'est Jean-Clément Martin qui a fait un livre sur son blog et qui au fond, un article sur son blog dans lequel il explique au fond que le droit n'a pas grand-chose à dire sur le sujet et qu'au fond il serait anachronique de parler de crimes, notamment de crimes contre l'humanité et crimes de génocide à propos des guerres de Vendée. L'argumentation me paraît mal fondée, de façon un peu surprenante, puisque le même auteur expliquait avant que ça ne pouvait pas s'appliquer au fait de la guerre de Vendée pour un tas d'autres raisons qui sont précisément celles que je réfute dans mon ouvrage. Par exemple, les Vendéens ne sont pas un peuple, le génocide c'est tuer un peuple, par conséquent, il ne peut pas y avoir de génocide en Vendée. Argument qui tombe complètement à plat quand on connaît la jurisprudence, notamment en Yougoslavie. Mais là, dans cet article qui est postérieur à mon livre, au fond, ce qu'il conteste, c'est l'accuse d'anachronisme. Donc, il faut quand même que je réponde à ça, parce que de toute façon, c'est un vrai sujet. Peut-on parler de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide, qui sont deux notions qui ont été définies au milieu du XXe siècle, dans la foulée de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on peut parler de ça à propos de faits qui se sont déroulés 2 siècles plus tôt? Alors, je le dirai rapidement, puisque je crois qu'on aura ensuite un temps pour les questions. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'anachronisme. L'anachronisme, ça consiste à attribuer à une période X des faits, des réalités qui sont d'une période Y postérieure. Par exemple, on cite parfois le cas de paraît-il, un film de KPDP dans lequel on voit un mousquetaire qui a une montre-bracelet. Sans doute la script avait dû oublier de lui dire d'enlever sa montre-bracelet avant de tourner la scène, mais bon, évidemment, une montre-bracelet dans un film de mousquetaire, c'est un anachronisme, il n'y a pas de montre-bracelet à cette époque-là. Bon. Mais c'est donc attribué à une époque une réalité qui ne lui appartient pas. Mais, et les historiens eux-mêmes en conviennent, il y avait eu tout un article dans les Annales il y a 25 ans à ce sujet. Que peut-on dire de l'anachronisme des concepts? Un concept n'est pas une réalité, un concept est une notion intellectuelle, comme telle, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas d'époque. La seule chose qu'il faille vérifier, c'est est-ce que le concept est pertinent pour l'époque à laquelle on l'applique. L'exemple que je donne régulièrement, c'est par exemple le concept d'inflation. Peut-on parler d'inflation sous le bas empire romain? Eh bien, il y a des historiens de l'économie qui font des thèses sur la dévaluation monétaire et l'inflation dans l'Antiquité. On pèse le poids des monnaies, on en conclut que la monnaie a perdu de sa valeur ou que les prix ont augmenté, puisqu'on a quand même des notions sur les... Bon. Évidemment, les empereurs romains auraient ouvert de grands yeux si on leur avait parlé de dévaluation et d'inflation. Ils n'avaient pas la science économique qui leur permettait même d'avoir ce concept de dévaluation monétaire et d'inflation. Et cependant, il n'est pas du tout anachronique de parler d'inflation monétaire ou de dévaluation, y compris pour des périodes dans lesquelles la science économique n'avait pas élaboré ses instruments d'analyse. Crimes contre l'humanité et génocide, ce sont des notions, des concepts de droit pénal. Sont-ils pertinents pour la fin du XVIIIe siècle? Eh bien, la réponse, c'est, je pense, c'est pertinent dans la mesure, ou si et dans la mesure où les faits qui sont envisagés étaient considérés comme criminels à l'époque. Et là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que, même à la fin du XVIIIe siècle,
on était bien persuadé que massacrer toute une population, femmes, enfants, vieillards, était un crime. Tout le monde sait que c'est un crime. D'ailleurs, on va juger Turreau et Carrier, notamment pour ce genre de crime. C'est un crime, et c'est même un crime tellement énorme, tellement inouï au sens littéral du terme, c'est-à-dire tellement inédit, tellement inhabituel, qu'à la fois on sent que c'est un crime, mais en même temps on n'a pas le mot pour décrire ce crime. Alors on invente des mots. Donc vous avez les néologismes les plus fameux, c'est populicide, donc qui est un adjectif qui est utilisé par Babeuf, ou le système de dépopulation qui est utilisé par Lequignot. C'est intéressant d'ailleurs de noter que ni Lequignot ni Babeuf ne sont d'affreux royalistes, ce sont tous les deux des révolutionnaires, et même Babeuf, encore à la gauche de la gauche, si je puis dire, de cette époque-là. Lequignot, lui, est un conventionnel tout à fait montagnard, tout à fait à gauche aussi, et c'est eux qui inventent ces mots pour décrire ce qui se passe en Vendée. Le fait qu'ils soient obligés d'inventer des néologismes dit bien qu'ils ont tout à fait conscience qu'il s'agit de crimes, mais de crimes d'une nature en quelque sorte inédite jusque-là. C'est une espèce de nouveauté dans le crime. Je pourrais même prendre un argument tout récent, parce qu'il y a eu une petite, il y a eu une petite discussion cet été, en juillet, dans les colonnes du Monde, où un professeur d'histoire, qui est d'ailleurs le successeur de Jean-Clément Martin à la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, donc qui est Pierre Sarnat, sur le point de savoir si la loi Taubira, vous savez, celle qui répute l'esclavage, la traite atlantique, donc l'esclavage au XVIIIe siècle, de crimes contre l'humanité, est ou non un anachronisme. Il lui dit que ce n'est pas un anachronisme, puisque la Convention en 1794 a aboli l'esclavage en disant que c'était un crime de lèse-humanité, donc ça n'est pas un anachronisme. Bon, on peut le contester. Pour ma part, je ferai remarquer que à l'époque où il y avait la traite, notamment à Nantes, ce qui n'est pas très loin, personne n'aurait dit que la traite était un crime. C'était une activité absolument légale et réglementée, le code noir, enfin bon, les armateurs nantais ont pignon sur rue, personne ne les regarde comme des criminels. Évidemment, ce qui s'est passé en 1994, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme, qui est que sous l'idéologie des droits de l'homme, on a été amené à regarder l'esclavage comme un crime. Est-ce que la société en était persuadée? Là aussi, on pourrait en discuter. Quand l'esclavage a été rétabli en 1802 par Napoléon, ça n'a pas fait scier grand monde. Et vous savez que l'abolition définitive n'est qu'en 1848. Donc, est-ce qu'il y a anachronisme? Là, personnellement, je serais tenté de dire qu'il y a relativement anachronisme dans la mesure où on qualifie aujourd'hui de crime une réalité qu'à l'époque, on ne considérait pas nécessairement comme criminelle. Alors que pour le crime contre l'humanité et le génocide, en tout cas le massacre de population civile, le massacre généralisé de population civile, là tout le monde, au XVIIIe siècle, y compris les révolutionnaires, sinon ils n'auraient pas fait un procès à Turreau, ils n'auraient pas fait un procès à Carrier, il n'y aurait pas eu cette légende noire thermidorienne qui est dénoncée par certains, il n'y aurait pas eu tout cela à propos de la Vendée si on n'avait pas eu le sentiment que tout ça était profondément criminel. Donc je pense qu'il n'est absolument pas anachronique de dire ce sont des crimes parce qu'à l'époque on considérait déjà que c'était des crimes. Simplement, on n'avait peut-être pas, même certainement pas à l'époque, le concept qui permettait de mettre le mot sur la chose. Et en fait, le mot est venu beaucoup plus tard, puisque crime contre l'humanité, c'est une notion qui a été élaborée, là aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, et génocide également, donc génocide c'est même daté, c'est 1943, Raphaël Lemkin, et on le fait au moment où se produit, bien sûr, l'extermination des Juifs par les nazis, mais on le fait par exemple 20 ou 25 ans après l'affaire arménienne de 1915. Que l'on qualifie de génocide. Et d'ailleurs là, on ne se pose pas tellement la question de savoir si c'est un anachronisme. Le mot est de 1943, le massacre, lui, est de 1915. Donc je pense que parler d'anachronisme ne se justifie pas. Alors, il y a un deuxième problème de méthode, alors là, qui est plus juridique, qui est la non-rétroactivité de la loi pénale.
La loi ne dispose que pour l'avenir, ça c'est un principe général qui est dans le Code civil. La loi ne peut pas être rétroactive. C'est une question qu'on s'est posée justement au tribunal de Nuremberg. Est-ce qu'au tribunal de Nuremberg, je vous rappelle, d'ailleurs, on n'a pas parlé de génocide, on n'a parlé que de crimes contre l'humanité, dont une des modalités était l'extermination, et ensuite on a sorti cette modalité d'extermination de la notion de crime contre l'humanité pour en faire un crime à part, qui est le crime de génocide, qui est défini par une convention des Nations Unies en 1948 seulement, donc même après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Donc, que vaut cet argument de la non-rétroactivité des lois pénales? Vous ne pouvez pas appliquer des concepts du droit pénal qui ont été définis à une époque X, à l'époque X moins quelque chose, et en l'occurrence X moins 200 ans. Alors, cet argument a été écarté au moment même où on a fait le tribunal de Nuremberg, puisque la question s'est posée à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a parlé de crime contre l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par crime contre l'humanité? Eh bien, c'est un peu cette notion qui est une notion de philosophie du droit, qui est une notion très très ancienne, puisqu'on la retrouve chez les tragédies grecques. C'est l'histoire d'Antigone et de Créon, n'est-ce pas? Donc là, je rappelle rapidement l'histoire. Thèbes vient de traverser une guerre civile. Il y a deux frères, donc l'un s'appelle Polynice et l'autre s'appelle Oreste, je crois. Bon. L'un s'est battu pour Thèbes et l'autre, l'un s'est battu pour un des deux camps thébains et l'autre pour l'autre camp thébain. L'un des deux l'emporte et à la fin, le camp qui a gagné, donc avec le roi Créon, décide que les rebelles, n'est-ce pas, sont d'affreux personnages et que donc on ne doit pas leur donner de sépulture, et donc le corps du conseil de Polynice doit être livré au vautour, il n'y aura pas de sépulture. Et la sœur des deux frères, puisqu'il y a une sœur qui s'appelle Antigone, elle décide d'enterrer son frère. Et Créon lui dit, mais la loi de la cité disait qu'on n'avait pas le droit d'enterrer, tu as commis un crime, et par conséquent, tu es condamné à mort. Et il y a toute une discussion sur le fait que Antigone dit à Créon, mais au-delà des lois humaines, il y a... Alors, elle parle des lois inscrites dans le ciel, dans un langage plus laïcisé. Aujourd'hui, nous parlerions des droits de l'homme, au fond, parce qu'au fond, dans le concept de droits de l'homme, l'humanité a un petit peu remplacé Dieu, dans la mesure où Dieu n'est plus considéré comme étant la référence ultime du bien et du mal, mais il y a au fond des lois de l'humanité auxquelles aucune loi humaine ne peut déroger. Et même si une loi humaine va contre ces lois inscrites dans le ciel, eh bien, ces lois humaines sont nulles et sans valeur, et seule la loi divine, enfin, c'est pas le mot qu'utilise Antigone, parce qu'ils ne sont pas monothéistes à l'époque, mais enfin, il y a ces lois éternelles qui s'imposent au fond à toute conscience humaine, quelle que soit l'époque, et donc il ne peut pas y avoir ni d'anachronisme, ni même de question de non-rétroactivité de la loi pénale, puisque cette loi-là, elle est valide dès le début, dès qu'il y a des hommes, et dès qu'il y a une conscience du bien et du mal, ce crime-là est inscrit dans cette conscience, et donc le fait que, par exemple, tout homme a droit à une sépulture, on ne dit pas c'est un droit de l'homme, Antigone ne dira pas ça, mais elle dira c'est une loi, au fond, inscrite dans le ciel, tout homme a le droit d'avoir une sépulture, on n'a pas le droit d'aller contre. De la même manière, le fait de massacrer des femmes et des enfants et des vieillards, c'est mal, et comme il y a même une loi humaine dirait que c'est bien, c'est une loi qui est sans valeur, et c'est de toute façon un crime. Et c'est ce que l'on a opposé, ce qu'on a décidé notamment lors du tribunal de Nuremberg, la défense des accusés, donc ce qui était une vingtaine de dignitaires nazis, puis il y a eu la même chose à Tokyo pour les criminels japonais. Vous ne pourrez pas nous opposer le fait que la loi, c'est-à-dire le statut du tribunal de Nuremberg, est postérieur à vos crimes, parce que, en fait, ce que fait le statut, c'est uniquement déclarer des notions qui font partie des droits de l'homme ou des lois de l'humanité en général. Et la Convention de 1948 sur le crime de génocide dit bien que, à toutes les époques, les États civilisés ont reconnu que. Donc, il suffit d'être un État civilisé pour être, au fond, lié par ces lois-là. Personne ne contestera, je pense, que la France était un État civilisé à la fin du XVIIIe siècle. Donc, on ne peut pas opposer ni la notion d'anachronisme, ni la notion de non-rétroactivité de la loi pénale au fait de qualifier de crime
soit contre l'humanité, soit de génocide, les violences qui se sont commises en Vendée. Voilà, c'est les deux petits points de méthode, mais que je pensais devoir faire, puisque à ce jour, bon, le bouquin n'a que 8 ou 9 mois d'existence, il y aura peut-être d'autres réfutations, mais pour le moment, c'est la seule réfutation que j'ai pu lire dans la presse, mais il y aura peut-être parmi vous des auditeurs attentifs et exigeants qui me trouveront des arguments qu'il faudra de nouveaux arguments qu'il faudra que je contre. Alors, ces deux points de méthode vidés, je fais un tout petit excursus, enfin, c'est pas un excursus, c'est le cœur du sujet, au fond. Quelle est la définition des trois crimes dont je parle? Parce que j'ai dit que les historiens devraient s'intéresser aux définitions avant de dire que c'est ou ça n'est pas tel crime. Bon, tout le monde n'est pas juriste, et ça m'a pris moi-même quelque temps pour comprendre ce que c'était que ces notions, puisque même si je suis spécialisé en droit, je n'étais pas spécialisé en droit pénal international jusqu'à il y a quelques années. Je faisais plutôt du droit international public, du droit administratif, du droit constitutionnel, du droit international privé. Donc, définition sommaire du crime contre l'humanité, du crime de guerre et du crime de génocide. Alors, on va commencer par le plus simple. C'est pas le plus simple, mais enfin, la catégorie, si j'ose dire, la plus basse, qui est le crime de guerre. Alors, c'est en fait le sujet le plus complexe des trois, c'est donc celui dont je parlerai le moins, parce que c'est celui sur lequel il y a moins photo, si j'ose dire. Tous les historiens aujourd'hui, même un Jean-Clément Martin, admettent qu'il y a eu des crimes de guerre en Vendée, donc je ne vais pas me battre là-dessus, mais il faut comprendre ce que c'est qu'un crime de guerre, pour comprendre que les choses sont allées en Vendée très au-delà du crime de guerre. Le crime de guerre, c'est... il y a deux types de droits de la guerre. Il y a ce qu'on appelle le jus ad bellum et le jus in bello. Le jus ad bellum, c'est le droit de déclarer la guerre, le droit de faire la guerre. Et le jus in bello, c'est le comportement que l'on doit adopter durant la guerre. Le jus ad bellum, c'est au fond tout ce qui tourne autour de la notion de guerre juste. La guerre est de toute façon un événement qui crée des souffrances très nettes pour tout le monde, et donc est-ce qu'on a le droit de faire la guerre pour un oui ou pour un non? La réponse, notamment depuis le Moyen-Âge, donc depuis le droit médiéval, qui est un droit évidemment très imprégné de christianisme, c'est on ne peut pas faire la guerre pour n'importe quelle raison, il faut une cause juste. Mais c'est pas parce que la guerre et la cause de la guerre est juste qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Même pour une cause juste, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et ça, c'est le jus in bello, le droit de la guerre au sens du droit des combattants. Je rappelle cette distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello parce qu'il y a toujours eu, à toutes les époques, une tentation de la part de certains de confondre les deux et de se dire que puisque la cause est juste, tous les moyens sont permis. La tentation est très réelle, notamment quand la guerre devient idéologique, ce qui est le cas de la guerre de Vendée, où on a deux conceptions de la politique, de la société, peut-être même de conceptions de la vie humaine qui sont différentes, mais ce sera le cas des guerres idéologiques comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale, une idéologie nazie, une idéologie communiste, et puis une idéologie qu'on dirait libérale, droit de l'homme. Est-ce qu'on a le droit de faire n'importe quoi? Certains ont pensé que oui, que puisque la cause était juste, tout était permis. Je vous signale qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de guerre contre le terrorisme, eh bien vous avez aussi des gens, même des gouvernements, qui disent tout est permis contre les terroristes. De la même manière que les terroristes eux-mêmes disent tout est permis. C'est permis de dire à un type de prendre un camion et d'aller écraser autant de gens qu'il peut. C'est permis d'envoyer les gens dans un cul de basse-fosse sur une île et de leur faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Donc, ce sont c'est au fond une actualisation de cette tentation de confondre le jus ad bellum et le jus in bello. Le crime de guerre, justement, c'est un peu confondre les deux. C'est entre autres ça. Se dire, puisque ma cause est juste, je peux tout me permettre. Le jus in bello, il tourne autour de deux règles essentielles qui ont été fixées au Moyen-Âge et qui ont été ensuite développées, affinées au cours des siècles suivants. Le premier principe, c'est la distinction entre les combattants et les non-combattants.
la violence guerrière doit être limitée aux combattants. Autrement dit, dès que quelqu'un est non combattant, on n'a pas le droit d'utiliser contre lui la violence militaire. Alors il y a les non-combattants par nature, ceux qui ne peuvent pas se battre, hein, les femmes, les enfants, les vieillards, enfin les femmes aujourd'hui on ne dirait plus ça, mais enfin pendant longtemps on pouvait le penser jusqu'à tel état de la civilisation, ou ceux qui ne peuvent plus se battre, c'est-à-dire notamment les blessés ou les militaires qui se rendent. À partir du moment où un militaire est blessé, n'est plus en état de faire usage de ses armes, ou à partir du moment où il a renoncé à faire usage de ses armes parce qu'il se rend, à ce moment-là, il sort de la catégorie des combattants, il rentre dans celle des non-combattants, on peut le faire prisonnier, il a même été admis à son époque qu'on pouvait le rançonner, hein, mais on ne doit pas utiliser contre lui la violence guerrière. De la même manière, il y a un autre principe qui est le principe du loyal combat, ou le principe de l'égalité des armes. C'est-à-dire on doit s'affronter à armes égales et en loyal combat, ce qui implique notamment que l'on renonce à tout ce qu'on appellerait les armes traîtresses, comme par exemple le poison, mais également tout ce que l'on appelle la perfidie, mais au sens latin du terme, hein, où laquelle fides désigne la confiance, enfin la foi au sens de la confiance, et la perfidia consiste à pervertir, puisque c'est de toute façon, quand on est père, ça veut dire que vous prenez les choses de travers. Hein. Donc la bonne voie, le contraire de la bonne voie, c'est la perversion, le contraire de la bonne foi, c'est la perfidie. Donc par exemple, je fais semblant d'être blessé, l'autre, et donc l'autre a confiance dans le fait que je n'utiliserai pas mes armes, et puis au dernier moment, je reprends mes armes et je lui tire dessus. Ça s'appelle une perfidie. Dans le langage du XVIIIe, on aurait dit que c'est un manquement à l'honneur, mais ça revient à la même chose. Hein. C'est en tout cas un acte mauvais. Voilà les deux bases qui inspirent le crime de guerre. Je précise, parce qu'il y aura peut-être des universités parmi vous, que le droit de la guerre a beaucoup évolué et que le droit de la guerre au XVIIIe siècle n'est pas le droit de la guerre au XXe, que par exemple au XVIIIe, il est encore admis qu'on peut massacrer les prisonniers dans certaines conditions. Je vous en cite juste une en passant. La ville prise d'assaut, quand on fait un siège, on fait une sommation à la ville de se rendre et on prévient que si elle ne se rend pas et qu'on la prend d'assaut, on pourra passer toute la garnison au fil de l'épée. Ça peut paraître barbare, mais en fait, c'est du droit humanitaire. Parce que l'honneur militaire obligerait les défenseurs de la ville, normalement, à se battre jusqu'au dernier. Alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne pourront pas empêcher que la place soit investie. Donc, on leur dit... de toute façon, ce sera un sacrifice inutile. Et à ce moment-là, il y a aussi des rituels dits de reddition honorable. Et à ce moment-là, on laissera éventuellement sortir la garnison avec ses armes de la forteresse, et sans les faire prisonniers, on leur permet de rejoindre leur camp. Comme ça évite des violences de part et d'autre. C'est-à-dire que ça sauve des vies du point de vue de ceux qui auraient dû monter à l'assaut, et ça sauve des vies de la part de ceux qui auraient dû défendre. Mais pour ça, il faut, au fond, on est obligé de leur dire, si vous prétendez faire un combat désespéré, faites un combat désespéré, mais à la fin, vous y passerez tous. Donc ça leur donne aussi un motif normal, un motif compréhensible de se rendre. Donc, et il ne faut pas non plus se tromper, par exemple, sur le concept de représailles. La représailles, si tu me fais ça, je te ferai la même chose. Mais ce n'est pas un concours de barbarie. C'est juste pour dire, ne le fais pas. Ne le fais pas, parce que si tu le fais, je le ferai aussi. Et la seule manière que j'ai de m'assurer que tu ne la feras pas, c'est que tu saches que si tu le fais, je le fais. C'est ce qu'on appelle en droit de la guerre le principe du tout quoque, hein, toi aussi. Donc, c'est une manière de limiter la violence guerrière. Bon, je passe parce que ça prendrait trop de temps si je continuais comme ça sur le crime de guerre, mais il faut avoir cette notion en tête quand on parlera notamment de l'attitude et des Vendéens et des Républicains, par exemple, dans le traitement des prisonniers. Les Vendéens vont relâcher, en tout cas au début de la guerre, systématiquement leurs prisonniers contre promesse de ne pas reprendre les armes, promesse qui ne sera jamais tenue, ce qui caractérise une perfidie.
On a un tas également de témoignages, par exemple, de commissaires, de représentants en mission qui donnent l'ordre de dire aux Vendéens qu'ils peuvent se rendre et donc on acceptera leur reddition. Une fois qu'ils sont rendus, on les fusille. Donc là aussi, c'est une perfidie. D'une manière générale, je dirais que les troupes républicaines ont commis absolument toute la gamme des crimes de guerre. Puisqu'évidemment, les violences... Je ne rentrerai pas sur le sujet des pillages, de la destruction des biens civils, parce qu'au XVIIIe, il est admis que les armées vivent sur le pays et que donc que l'on pille les biens civils est jusqu'à un certain point admis. C'est admis dans la mesure où c'est nécessaire pour entretenir la troupe, l'armée en campagne. Mais au-delà de ça, ça devient criminel. Or, les pillages en Vendée ont été très au-delà de ce qu'aurait nécessité le simple maintien des troupes, puisque ça a été au contraire une politique de destruction systématique. Donc là, on est vraiment dans la gamme du crime de guerre, et ils ont vraiment tout essayé, et les seuls crimes de guerre qu'ils n'ont pas commis, à mon avis, c'est les seuls qu'ils n'avaient pas les moyens de commettre, qu'ils ont essayé de commettre. Par exemple, ils ont même fait des tentatives de gaz de combat. Bon, la chimie n'était pas assez développée à l'époque. Enfin, ils ont même essayé, ça n'a pas marché. Ils avaient aussi envisagé, par exemple, d'empoisonner les puits et de mettre de l'arsenic dans des vivres que l'on aurait laissés. Hein. Et puis, ils y ont renoncé parce qu'ils se sont dit, dans le cas où c'est, nos troupes pourraient bien aller puiser de l'eau au puits. Donc, ça pourrait se retourner contre nous. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, mais ils y ont pensé. Alors que le poison est vraiment quelque chose d'absolument déshonorant selon le droit de la guerre de l'époque. Donc, toute la gamme de crimes de guerre, je n'en vois pas un seul, dans toute la gamme de ceux qui sont commis, dans mon livre, je cite la liste, il n'y en a pas un qui ne s'est pas commis. Enfin, les seuls qui n'ont pas commis, c'est ceux qui n'ont pas pu commettre. On va dire ça comme ça. Alors, le crime contre l'humanité, qu'est-ce que c'est? Le crime contre l'humanité, c'est un certain nombre d'actes, le meurtre, le viol, l'esclavage, la réduction de l'esclavage, y compris l'esclavage sexuel, mais ça c'est quelque chose qu'on utilise qui est plus moderne, commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Ce qui est important, c'est cette notion d'attaque généralisée ou systématique, c'est pas et systématique, c'est ou systématique, contre une population civile. Il n'est pas nécessaire qu'on attaque tous et chacun des éléments de la population civile, il suffit qu'on l'attaque de manière systématique. C'est-à-dire que, clairement, selon la formule qu'utilise la jurisprudence pénale, la population civile est la cible principale et non incidente de la violence militaire. Parce qu'évidemment, dans toutes les guerres, il y a des civils qui trinquent de toute façon. Ce qu'on appelle les victimes collatérales, ça c'est de toutes les guerres. Mais il faut bien distinguer la victime collatérale, c'est-à-dire celle que l'on a fait en quelque sorte sans le vouloir, n'est-ce pas? On a bombardé la ville et puis il y a une des bombes qui est tombée, je ne sais pas, sur une église, elle s'est effondrée, tout le monde est mort. Tant qu'on n'a pas visé l'église en tant que telle, ce n'est pas, c'est un dommage collatéral. Évidemment, il y a aussi ce devoir d'essayer d'éviter les dommages collatéraux. Et donc, voilà, tant que si la population civile devient la cible principale et non incidente de la violence, à ce moment-là, on rentre dans le domaine du crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'un même fait peut être soit un crime de guerre, soit un crime contre l'humanité. Par exemple, un viol. Si c'est un soldat qui viole une femme comme ça, y compris contre la volonté de son commandement, c'est un crime de guerre et c'est un crime qui ne concerne que le soldat en question. Maintenant, si c'est le général qui laisse en quelque sorte quartier libre à sa troupe pour mettre le pays en coupe réglée et que dans ce cadre-là, un viol est commis, on est dans le cadre du crime contre l'humanité. Donc, le même fait peut recevoir deux qualifications pénales différentes. C'est une question de contexte et une question d'intention criminelle, puisque dans toute infraction pénale, vous savez, il y a toujours deux éléments, actus reus, le fait prohibé, mens rea, l'intention criminelle, puisqu'on peut parfois commettre un acte qui serait normalement un crime, mais on ne l'a pas fait exprès, ça s'est produit par inadvertance, ou bien on a une excuse légitime, et à ce moment-là, la qualification pénale change. C'est ce que vous faites, vous avez dans le code pénal toute la gradation entre l'homicide involontaire, le meurtre, et puis s'il y a meurtre avec préméditation, l'assassinat, plus toute la gamme des circonstances aggravantes ou atténuantes, avec acte de barbarie, en bande organisée, bon. Il y a toute une série de nuances qui en fait sont des nuances de l'intention criminelle.
Donc le crime contre l'humanité, attaque généralisée ou systématique contre une population civile, contexte dans lequel se situe une des atrocités qui peuvent par ailleurs constituer des crimes de guerre. Et puis le génocide. Alors le génocide, la définition, c'est la destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux visé comme tel. Comme tel étant la chose, étant vraiment la chose importante. C'est-à-dire qu'on tue les gens, non pas pour des choses qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Le cas type, évidemment, celui auquel on pense, c'est la Shoah. On tue les Juifs pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire leur seul crime, c'est d'être juif. Et c'est ça qui détermine le fait qu'on les tue. Alors, y a-t-il eu des crimes contre l'humanité? Bon, là-dessus aussi, je n'insiste pas beaucoup, c'est quand même assez clair, notamment à partir des lois de la loi du 1er août. À partir du moment où on décide que l'on doit brûler le pays, il est quand même bien dit que... Alors, il y a toute une ambiguïté sur le mot brigand. Est-ce que les brigands sont les seuls Vendéens, sont les seuls combattants, ou est-ce que c'est la population vendéenne dans son ensemble? Clairement, c'est la population dans son ensemble qui est visée. Je n'ai pas le temps de détailler ici, mais je fais dans mon livre l'analyse détaillée, notamment du discours de Barère, quand il explique que c'est toute la population qui est en révolte, que les femmes sont en vedette, que toute la population de 10 à 66 ans est combattante. Donc ça veut donc dire que la cible, c'est toute la population de 10 à 66 ans. Et en fait, on ne peut pas demander aux gens leur carte d'identité, ils n'en ont pas d'ailleurs, pour savoir s'ils ont moins de 10 ans ou plus de 66 ans. Donc clairement, là, le crime contre l'humanité, d'ailleurs, un certain nombre d'historiens de renom, Patrice Guenifet, par exemple, dans un livre qui s'appelle La politique de la terreur, lui estime que c'est bien un crime contre l'humanité. Mais pour le génocide, il faut vraiment pouvoir prouver au-delà de tout doute raisonnable, puisque c'est le critère de la jurisprudence, c'est-à-dire qu'aucune autre thèse ne doit être admissible que celle-là. C'est là une des grosses différences entre le travail de l'historien et le travail du juriste, c'est que l'historien, lui, il a un dossier, et à partir du moment où il peut sortir une thèse qui est cohérente avec les éléments du dossier, eh bien sa thèse est académiquement valable. Ça, ce n'est pas suffisant pour un juriste. Pour un juriste, en droit pénal, il faut la preuve au-delà de tout doute raisonnable. On a 3 niveaux de preuve dans la procédure pénale internationale. Les motifs raisonnables de croire, il y a des motifs raisonnables de croire que tel crime a été commis et qu'un tel l'a commis. Ça permet seulement d'ouvrir une enquête. Donc le procureur va voir la cour et dit là j'ai des motifs raisonnables de croire que dans tel pays d'Afrique, il s'est produit ça et que ça constitue... Bon, on lui permet d'ouvrir une enquête. À partir de là, il commence à interroger les témoins, à rassembler des preuves, et ensuite il doit avoir un dossier plus solide, c'est-à-dire qu'il doit retourner devant le tribunal pour dire il y a des motifs sérieux ou substantiels de croire que tel crime a été commis et qu'il a été commis par un tel. Bon. À ce moment-là, le tribunal va lui l'autoriser éventuellement à lancer même des mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt et éventuellement d'ouvrir une procédure pénale. Mais ensuite va commencer le procès, donc il y aura la défense et le procureur, et pour faire condamner, il faut d'abord établir 2 choses au-delà du doute raisonnable. Premièrement, que le crime a été commis, ce qui n'est pas du tout évident pour un génocide. Est-ce que c'est ou est-ce que ça n'est pas un génocide? C'est-à-dire, est-ce que les gens ont été massacrés comme tels, ou est-ce qu'ils ont été massacrés pour une autre raison? Bon. Et puis ensuite, il faut prouver au-delà de tout doute raisonnable que c'est bien un tel qui sont responsables de la chose. Et s'il y a un doute raisonnable sur le fait que ce crime a été commis et qu'il est bien imputable à cette personne ou à ce groupe de personnes, à ce moment-là, eh bien, le doute profite à l'accusé et il ne peut pas y avoir de condamnation. Il ne suffit pas de montrer que ce dont pourrait se contenter un historien, qu'il est raisonnable de le penser, donc il faut qu'aucune autre thèse ne puisse expliquer les faits. Donc c'est vraiment un niveau de preuve assez élevé. Alors, j'arrive à ma 3e partie, qui sont les coupables. Parce qu'on ne peut pas penser en droit pénal le crime indépendamment du criminel. Si vous imputez un crime, si vous dites qu'il y a eu un crime, vous devez nécessairement le rattacher à une personne ou à un groupe de personnes physiques.
Sinon, on devra en déduire que c'est de la faute à pas de chance, que c'est un malheureux concours de circonstances. Mais si vous ne pouvez pas rattacher, alors éventuellement vous l'appellerez X, votre criminel. Alors, on peut tout à fait instruire une procédure contre X et ensuite chercher qui est X. Mais il faut que ce soit imputable à une ou plusieurs personnes. Alors, là, dans cette partie, qui sont les coupables, il faut que je vous parle d'un concept de droit pénal qui est essentiel, parce que ce n'est pas le concept du droit pénal ordinaire. Pour le génocide et le crime contre l'humanité, ce sont des crimes de masse. Les crimes de masse, on ne peut pas les traiter comme la criminalité, j'allais dire, normale. Parce que là, on parle de morts par milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions. Et donc, l'imputation de la mort de Tartampion à Trucmuche devient pratiquement impossible. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte au moment des procès de Nuremberg, puisque le tribunal de Nuremberg devait également fonder une jurisprudence qui servirait aux tribunaux de dénazification après. Et donc on avait bien compris que si on disait, on prenait, je sais pas moi, un capitaine SS au camp d'Auschwitz, on le traduit, puis on dit, là vous êtes responsable, vous avez tué des juifs, que va dire l'avocat de défense? Bon alors, très bien, donc pouvez-vous me donner les noms, prénoms, date et lieu de naissance des victimes et me dire quel jour et dans quelles circonstances mon client aurait assassiné Samuel Goldstein, ou voilà. Évidemment, c'est absolument impossible. On les débarquait par wagons entiers, on les tuait par chambre à gaz entière, on ne pourrait même pas savoir qui avait versé le ziglombé dans la chambre à gaz. Il est impossible de faire le lien d'un individu qui est victime à un individu qui est bourreau. Donc, le tribunal de Nuremberg a pris cette jurisprudence dite de l'organisation criminelle. C'est pas de jurisprudence, d'ailleurs, c'est dans son statut. C'est-à-dire qu'au fond, une organisation criminelle, les deux organisations criminelles qui ont été dégagées, ça a été la Gestapo et la SS. C'est au fond, c'est l'idée d'organisation criminelle, c'est un peu comme une société par action. Un groupe se forme qui a pour objectif de commettre des crimes. Vous adhérez à ce groupe, donc vous adhérez à l'intention criminelle du groupe. Et à partir de là, votre responsabilité pénale est engagée à l'égard de tous les crimes commis par le groupe. C'est un petit peu comme une société par action, hein, une société, je ne sais pas, qui a pour objet social la distribution de croissants. Vous achetez une action, eh bien, vous avez votre part de bénéfice dans toutes les ventes de croissants que va faire la société. Et bien là, c'est un peu la même chose, à part que c'est le crime. Vous avez adhéré à cette organisation criminelle et vous avez donc votre part de responsabilité pénale dans tous les crimes qui vont être commis par l'organisation criminelle. Donc on ne procède pas à l'imputation comme on fait en droit pénal où on a la notion d'auteur, co-auteur et complice. Je ne rentre pas dans les détails. L'auteur, c'est celui qui commet l'action. Le complice, c'est celui qui permet que l'action soit commise, sans y participer lui-même, soit en donnant des informations, soit en facilitant la chose, soit on peut être complice par action, on peut également l'être par omission. Bon. Il y a cette idée donc de l'organisation criminelle. Ça a été repris par les tribunaux pénaux internationaux avec la notion dite d'entreprise criminelle commune. Donc une entreprise criminelle commune, il faut définir un objet de l'organisation du but criminel, un périmètre de l'organisation criminelle, et tout ce qui se trouve à l'intérieur du périmètre se trouve à ce moment-là accusable et condamnable au titre des crimes commis par l'organisation. Ensuite, le quantum de la peine sera déterminé par, au fond, le niveau de responsabilité dans l'entreprise. Alors, il y a, par exemple, il y a 2 ans, on a encore jugé un vieux monsieur de 90 ans, allemand, qui avait été comptable, employé administratif à Auschwitz. Il n'avait, à titre personnel, jamais tué personne. Il était comptable. Alors, je ne sais pas quelle comptabilité il faisait. C'est peut-être pas la comptabilité matière du ziglombé, c'était peut-être simplement la paye des militaires, des SS du camp. Il n'empêche, il était à Auschwitz, il savait ce qu'on faisait à Auschwitz, et il était à rouage de la machine. Et donc, à partir du moment où il ne pouvait pas ignorer ce qu'on faisait à Auschwitz. Et par conséquent, sa responsabilité pénale est engagée à l'égard de tout ce qui se faisait à Auschwitz. Alors évidemment, en tant que sous-ordre lampiste et tout ce que vous voulez, mais il n'est pas innocent. Il n'est pas innocent, il y a pris sa part. Il y a mis la patte, et par conséquent, c'est un criminel. Il a d'ailleurs été condamné à 10 ans. Alors, comme il avait 90 ans, évidemment, ça
ça correspondait pratiquement à une peine de perpétuité. Donc, c'est comme ça qu'on applique la responsabilité pénale. Alors, si on applique ça à la guerre de Vendée, là, il n'est pas difficile de définir le périmètre d'une entreprise criminelle commune. L'entreprise criminelle commune s'appellerait « Détruisez la Vendée ». Alors, pour ma part, j'estime que le crime contre l'humanité, ça commence à partir de la période du 1er août et je l'arrête au moment des colonnes infernales. Là, en y repensant plus, je pense que la loi du 19 mars qui mettait les Vendéens hors la loi, mais hors la loi, c'est un concept de droit romain. C'est curieux qu'aucun historien ne se soit penché sur ce concept, parce que hors la loi, en droit romain, si on vous met hors la loi, ça veut dire que la loi ne vous protège plus. Vous ne pouvez plus vous réclamer d'aucune espèce de loi. Autrement dit, tous les coups sont permis. Le hors la loi, normalement, il pouvait même être mis à mort par le premier qui avait l'occasion de le tuer, et ça n'était pas considéré comme un meurtre. Le seul concept de hors-la-loi auquel notre culture générale vous a peut-être habitué, c'est les westerns de notre enfance, n'est-ce pas, où vous avez le hors-la-loi, avec les albums de Lucky Luke, Wanted, Dead or Alive, Preferably Dead, un tel, et n'importe qui peut le tuer, et puis si on ramène la tête ou la preuve qu'on l'a tué, on touche la prime. Voilà. Et ça n'est pas un meurtre. Et vous n'avez pas besoin de mandat judiciaire. Il suffit que le type soit déclaré hors la loi et vous le tuez et vous avez le droit de le tuer. Bon. Donc à partir du moment où on met les Vendéens, ou moins, tous ceux qui ont pris un signe de la rébellion, mais le Sacré-Cœur en est un. C'est un signe, ou la cocarde blanche. Et de fait, les Vendéens seront largement massacrés au titre de ce hors-la-loi, et c'est tout le système de défense de Carrier dans son procès, on dit vous avez noyé des gens, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Réponse de Carrier, ils étaient hors la loi. Autrement dit, vous venez pas me dire que c'était des meurtres, puisque de toute façon, aucune loi ne garantissait même leur droit à l'existence. Merlin de Douai, qui est un des conventionnels et qui est l'auteur d'un répertoire de jurisprudence en 30 volumes, parce que c'est un juriste et un bon, quand il définit le hors-la-loi perd la garantie sociale. La garantie sociale, évidemment, c'est le droit de vivre. Donc déjà, il y a cette potentialité dès la loi du 19 mars. Mais alors, avec la loi du 1er août, là, on est vraiment dans l'attaque généralisée et systématique de la population vendéenne. Et alors, les colonnes infernales, là, l'intention criminelle est évidente, elle ressort du plan. À partir du moment où on dit vous avancez et vous massacrez tout ce que vous trouvez, y compris d'ailleurs les éventuels républicains, les ordres de Turreau sont clairs. Il y a peut-être quelques patriotes dans le pays, mais c'est égal, nous devons tous sacrifier. Et d'ailleurs, les représentants en mission ont donné à un moment l'ordre à tous les patriotes, n'est-ce pas, d'évacuer le territoire en lui disant, ben voilà, et vous avez 8 jours pour évacuer le territoire, je ne sais plus si 8 jours ou 15 jours, enfin c'est dans le décret du 20 Ventose, l'arrêté du 20 Ventose, tous ceux qui seront encore dans le pays après sont supposés être brigands, et par conséquent, on peut massacrer tout le monde en toute quiétude de conscience. Donc là, c'est vraiment, on massacre les gens comme tels. Vous êtes vendéens, quick. Là, on est tout à fait dans une logique génocidaire au sens de la loi. Alors, un tout dernier mot, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà passé mon temps de 5 minutes, je prendrai juste le temps de réfuter un argument, parce que c'est l'argument qui a l'air d'être l'argument massu et qui est l'argument qui tombe à plat. C'est le génocide, c'est tuer un peuple, les Vendéens ne sont pas un peuple, donc c'est pas un génocide. D'abord, le mot peuple n'apparaît pas dans la définition du génocide. Destruction totale ou partielle d'un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Mais comment faut-il entendre ces mots national, racial, ethnique ou religieux? Eh bien, en fait, on avait évidemment fait ces mots, choisi ces mots en 1948 avec comme arrière-plan la Shoah. Et on s'était dit, ben, les Juifs ont été visés à la fois comme groupe national, comme groupe racial, comme groupe ethnique et comme groupe religieux. On met les 4 mots, comme ça on balaye l'ensemble du spectre. Et puis on s'est endormi, si j'ose dire, sur cette loi, puisqu'il n'y a pas eu de procès pour génocide ou pour génocide avant les années 90, avant l'affaire rwandaise et l'affaire yougoslave. Et là, on a repris la définition, et puis ça a été un petit peu embêtant, parce que les Hutus et les Tutsis ne sont pas un groupe national, c'est pas un groupe racial, c'est pas un groupe ethnique, c'est pas un groupe religieux. En fait, ce sont des castes. N'est-ce pas, les Hutus sont des éleveurs, non, les Hutus sont des cultivateurs, et les Tutsis sont des éleveurs de bétail. Alors, les éleveurs de bétail sont en principe plus riches que les cultivateurs, parce qu'ils ont la terre, mais ils ont en plus le bétail, et donc ils sont une petite aristocratie.
et les Hutus sont la grosse masse. Et puis il y a un troisième groupe qui s'appelle les Twa, qui sont les artisans, donc essentiellement les potiers. Mais ce ne sont pas des groupes, c'est pas un groupe national, racial, ethnique ou religieux. On a essayé désespérément de les faire rentrer dans la définition du groupe ethnique. Malheureusement, ça ne marchait pas parce que les groupes ethniques, c'est défini par la sociologie, il n'y a pas de définition légale. C'est un groupe qui a les mêmes usages sociaux. Et or, il se trouve que les Hutus et les Tutsis avaient les mêmes usages sociaux, parlaient la même langue, pratiquaient la même religion. Il n'y avait pas un groupe ethnique Hutu, il y a un groupe ethnique Tutsi. Et la même chose s'est produite pour les musulmans, le groupe dit musulman qui a été victime du génocide à Srebrenica. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les musulmans étaient en fait des Slaves qui avaient été islamisés pendant la conquête ottomane, puisqu'évidemment, si vous n'étiez pas musulman sous l'Empire ottoman, donc c'est un empire qui est régi par le droit islamique, donc par la charia, donc vous êtes un citoyen de seconde zone. Donc vous aviez un certain nombre de gens qui s'étaient convertis de manière purement nominale, juste pour pouvoir être juge, pour pouvoir être fonctionnaire, pour pouvoir exercer une fonction d'autorité, mais qui n'étaient pas plus musulmans que ça. Et puis l'Empire ottoman d'ailleurs s'en fichait un petit peu. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir des relais dans la population. Donc en fait, c'était des Serbes ou des Croates qui s'étaient nominalement convertis à l'islam. D'ailleurs, la nationalité musulmane était apparue très très tard, en 1974. C'est en 1974 que Tito crée une nationalité musulmane au sein de la nationalité yougoslave. Vous aviez les 6 républiques, alors évidemment, comme toujours, quand il y en a 6, il m'en manque une, donc vous aviez la Serbie, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro, il devait y avoir le Kosovo et la Macédoine. Ah ben non, c'est le Kosovo qui ne doit pas exister parce qu'il y avait aussi la Bosnie-Herzégovine. Donc voilà, vous aviez 6. Et puis vous aviez une 7e nationalité, mais qui n'avait pas de territoire, qui étaient les musulmans, parce qu'ils étaient répartis dans toutes les républiques, surtout concentrés dans la partie kosovare et dans la partie Bosnie-Herzégovine, mais il n'y avait pas de territoire. Le jour où la Yougoslavie a explosé et où chacune de ces républiques fédérées a voulu devenir un État, et d'ailleurs il y a aujourd'hui une Slovénie, une Croatie, une Serbie, un Monténégro, quid des musulmans? Alors, surtout en Bosnie-Herzégovine, les Croates ont dit ben, moi je prends une partie de la Croatie, celle où il y a beaucoup de Croates, et la Serbie, moi je prends la partie où il y a beaucoup de Serbes. Et puis les musulmans là-dedans, ben, on en fait quoi? Évidemment, tout le reste de la population les regardait comme au fond des descendants de collaborateurs héréditaires avec l'Ottoman. Donc là aussi, il y a eu de vilains règlements de compte pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, il y a eu une logique de règlement de compte au moment où la Yougoslavie a explosé. Les musulmans, la solution, ça a été, du point de vue des Serbes, le nettoyage ethnique. On veut un État ethniquement pur. La meilleure manière, c'est de virer tous les musulmans. Pour les virer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est comme ça qu'ils ont fait le génocide de Srebrenica, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur une ville qui était essentiellement musulmane, ils se sont dit on va massacrer tout le monde, et les autres auront tellement peur qu'ils vont ficher le camp, et du coup, le pays nous restera. Ça a été ça la logique de Srebrenica, c'est-à-dire le génocide n'est reconnu que dans le fait de Srebrenica. C'est pas toute la guerre qui est considérée comme un génocide, c'est uniquement cette affaire de Srebrenica, parce qu'à cet endroit-là, il a été reconnu par le tribunal pour la Yougoslavie et ensuite par la Cour internationale de justice que les Serbes ont voulu massacrer les musulmans comme tels. Alors, pas d'ailleurs pour un motif raciste, mais pour, au fond, une espèce de propagande de la terreur. Une fois qu'ils auront appris que dans une ville, on les a tous passés au fil de l'épée, c'est une façon de parler, hein, c'était peut-être de la mitraillette ou autre chose, une fois qu'ils auront appris qu'on les a tous massacrés sans miséricorde, eh bien, ils ficheront le camp et on récupérera le pays. C'est comme ça qu'a eu lieu le génocide de Srebrenica. Donc, la entreprise criminelle commune, l'équipée des colonnes infernales, c'est une entreprise criminelle commune. Il y a Turo, il y a le comité de salut public, et là, je voudrais vous dire encore 2 petites choses. National, racial, ethnico-religieux, la jurisprudence pénale mélange les 4 articles. C'est-à-dire que c'est pas un groupe ou national, ou racial, ou ethnique, ou religieux, au sens où on dit fromage ou dessert, c'est-à-dire l'un ou l'autre. Non, la jurisprudence dit que ça peut être un mix des 4 critères. Ça peut être un mix des 4 critères, et en plus, ces critères ne doivent pas être entendus objectivement, mais subjectivement. C'est-à-dire que la question, par exemple, le groupe racial, les races n'existent pas. Donc, race ne peut pas avoir un sens objectif. Les races n'existent que dans l'esprit des racistes. Et il y a d'ailleurs une jurisprudence du tribunal Yougoslavie dans laquelle un Serbe avait tué un autre Serbe
parce qu'il croyait qu'il était croate. Donc quand il est arrivé devant le tribunal, il dit, mais vous ne pouvez pas dire que c'est ce qu'on appelle un meurtre discriminatoire, puisqu'on ne parle pas de meurtre raciste, meurtre discriminatoire, il n'était pas croate. Le tribunal lui a dit, oui, mais vous pensiez qu'il l'était, et c'est pour ça que vous l'avez tué. Donc, c'est bien un meurtre discriminatoire, de la manière que si monsieur tue madame parce qu'il croit qu'elle est juive alors qu'elle ne l'est pas, c'est quand même un meurtre antisémite. Parce que l'antisémitisme est le mobile du crime. C'est ça qui fait qu'il a tué. Donc, c'est une intention criminelle. Et là, je voudrais vous prendre, j'avais pris une petite citation dans un livre d'Alain Gérard. Alain Gérard, on ne reconnaît pas le mot de génocide, je ne le veux pas du tout, ces ouvrages sont remarquables, je les recommande à tout le monde et je les cite abondamment, mais c'est pour vous montrer la différence de raisonnement entre l'historien et le juriste. Voilà ce qu'écrit Alain Gérard dans son livre « La terreur et la Vendée ». On ne liquide pas les Vendéens pour des considérations militaires ni même judiciaires, mais parce qu'ils sont, jusque dans leurs femmes et leurs enfants, tenus pour non rééducables, donc indignes de participer à l'édification de la cité idéale. Ainsi, l'avènement de la modernité politique dans la France de la fin du XVIIIe siècle se double-t-il d'un massacre gratuit et délibéré d'un groupe humain qui, avant de prendre conscience de lui-même, a d'abord été défini par l'État qui préside à son extermination. Là, il ne s'en rend sans doute pas compte, c'est exactement la jurisprudence sur le génocide. L'important n'est pas que les Vendéens aient été un peuple, mais que les républicains aient estimé qu'il existait un groupe vendéen qui était une réalité objective, groupe qui devait être entièrement éliminé parce qu'il ne correspondait pas à la France nouvelle qu'il voulait établir. Donc à partir de là, l'intention génocidaire est établie. Et le crime de génocide ne fait aucun doute. Et donc toute l'argumentation, c'est pas un peuple, la Vendée a existé, certes avec une identité propre, mais après et pas avant, bien sûr qu'elle existe. La Vendée, c'est Vendée militaire, pour le coup, très au-delà du département de la Vendée, s'est mise à exister après. Mais elle existait aussi avant, dans l'esprit des massacreurs. Et rien que ça suffit sur le plan de la jurisprudence. Puis je terminerai sur une dernière citation toujours d'Alain Gérard, parce qu'il faut quand même dire qui sont les criminels. Vous voyez, je me suis éloigné de mon plan, c'était ma troisième partie. Voilà ce qu'écrit Alain Gérard. Le problème ne tient pas, il se demande à propos des colonnes infernales, il dit il n'y a pas de coupable, parce que selon les archives, certains disent c'est Turreau et d'autres disent c'est le comité de salut public. Alors, parce que Turreau explique, lui, dans ses mémoires, que c'est le comité de salut public qui l'a obligé à faire, mais ça varie dans ces 6 volumes, il explique que c'est Turreau qui a fait le plan et que c'est Turreau qui est le criminel. Voilà ce qu'écrit Alain Gérard. Le problème ne tient pas, on le constate, à une quelconque indigence d'archives, mais bien plutôt au fait qu'elles se contredisent radicalement. Si on en croit les mémoires de Turreau, que vient puissamment corroborer sa correspondance civile, le général en chef a été contraint d'appliquer une politique qu'il n'avait pas choisie. En revanche, si on suit les papiers publiés par Savary, Turreau est entièrement responsable des atrocités commises en Vendée. Une question se pose donc, quelle crédibilité devons-nous accorder à ces différentes sources? Ça, c'est un problème d'historien. Mais comme juriste, je n'ai pas ce problème. Il me suffit de pouvoir établir que Turreau a agi avec l'accord du comité de salut public, accord au minimum tacite, parce que ça dure quand même de janvier à mai, les colonnes infernales, les représentants en mission sont sur place, il y a une correspondance entre Turreau et Carnot, il y a des rapports des représentants en mission, donc la chaîne de commandement est intacte. D'un point de vue pénal, dans l'entreprise criminelle commune, que ce soit vous qui ayez donné l'ordre, vous qui l'exécutez, de toute façon, vous êtes criminel. Donc moi, à la limite, la question de savoir si Turreau a exécuté des ordres qu'on lui avait donnés, ou s'il a suggéré un modus operandi qui aurait été, même seulement tacitement, opéré par le comité de salut public, il me suffit d'établir que l'un et l'autre étaient dans la même intention. À partir du moment où le comité de salut public savait ce que faisait Turreau et il l'a laissé faire, sa responsabilité pénale est engagée. Et là, je vous lis juste un article, c'est dans le statut de la Cour pénale internationale, mais c'est une jurisprudence, là il reprend une jurisprudence du tribunal pénal pour la Yougoslavie, mais en fait une jurisprudence de droit pénal, dont je vous donnerai un exemple après. Voilà, c'est l'article 28 du statut, donc je vais le retrouver par là. Article 28. Outre les motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, c'est la Cour pénale internationale, un chef militaire
ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire. Ce qui veut dire, par exemple, chez nous, le président de la République, le chef des armées, ou bien, en 1794, le comité de salut public qui nomme les généraux. Et la nomination de Turreau, notamment, est signée Robespierre. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour, commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif, selon le cas, lorsqu'elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces, dans le cas où A. Ce chef militaire ou cette personne savait, ou en raison des circonstances aurait dû savoir, que ses forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Et B. Que ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution des crimes, donc, et pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Mais ça, c'est un principe de droit pénal général. Pour prendre un exemple, de dire un peu scabreux, mais vous savez que là, on a fait un procès à Monseigneur Barbarin, et puis même on a condamné l'évêque de Bayeux il y a quelques années, pour des affaires de pédophilie commises par certains de leurs prêtres. Ces évêques n'avaient pas ordonné la commission des actes en question. Ils ne les avaient même pas approuvés. Mais ils savaient qu'ils avaient été commis et ils n'ont pas dénoncé ces crimes et ils n'ont pas livré les coupables à la justice, ce qui leur a permis d'en commettre d'autres. Et donc là, donc la responsabilité pénale de ces évêques est mise en cause, non pas au titre de choses qu'ils auraient commises ou dont ils auraient approuvé la commission. Et là, quand même, avec le comité de salut public, effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont approuvé la commission. Mais le seul fait de n'avoir pas empêché les crimes mouille votre responsabilité pénale. Et donc, il n'est pas utile de savoir d'où vient l'initiative, si elle vient du comité de salut public ou si elle vient de Turreau. L'important est que le comité de salut public l'ait su, et indiscutablement il l'a su, et que Turreau ait agi avec le consentement de ses autorités. À partir de là, ils sont tous dans l'entreprise criminelle commune et ils sont tous coupables. Alors ensuite, quant à savoir qui est plus coupable que l'autre, là, évidemment, il faut aller rechercher la responsabilité de chacun. Donc certains, non que Carnot a une responsabilité supérieure à celle de Robert Lindet, par exemple, qui est membre du comité de salut public, mais qui lui s'occupe essentiellement de questions d'intendance. Il n'empêche, à Nuremberg, on a condamné 22 responsables nazis, aucun d'eux n'avait à titre personnel tué personne. Mais ils avaient organisé la chose, et même quand ils ne l'avaient pas organisé, ils ne pouvaient pas ne pas savoir que Albert Speer s'en est tiré avec seulement 10 ans, parce qu'il a réussi à faire croire au tribunal qu'il ne savait pas que dans ces usines d'armement, ou on utilisait de la main-d'œuvre esclave, de la main-d'œuvre concentrationnaire. Bon, aujourd'hui on pense qu'Albert Speer savait. Enfin, il a réussi à faire croire au tribunal qu'il ne savait pas, il s'en est quand même tiré avec 10 ans. Donc, je veux dire, si on prend la jurisprudence pénale, là, vraiment, le comité de salut public est en très très mauvaise position. Il n'y en a pas un qui échappe. Et toute la chaîne de commandement, comité de salut public, représentant en mission, militaire, le général, mais derrière le général, le capitaine, le commandant, le colonel, et jusqu'au simple soldat. C'est pour ça que dans mon livre, je prends des correspondances des uns et des autres qui disent ce qu'ils font et qui prétendent, enfin, qui ont conscience de le faire sur ordre. Donc s'ils le font sur ordre, c'est que toute la hiérarchie est au courant et que toute la hiérarchie est d'accord. Et que donc du dernier soldat jusqu'au général et de lui, en montant par les représentants en mission jusqu'au comité de salut public, tout le monde est dans la même entreprise criminelle commune et tout le monde a sa responsabilité pénale engagée. Et ma conclusion, c'est que le débat est un peu faussé parce qu'il y a le débat entre ceux qui disent « Ah mais la République n'a pas pu commettre un génocide, c'est contre son idéologie, contre les droits de l'homme. » Mais le sujet n'est pas celui-là. Ce n'est pas la République qui a commis un crime. Ce n'est pas la France qui a commis un crime. De toute façon, les Vendéens sont français. Hein. Donc, ce n'est pas la France qui a commis un crime. Ce n'est pas la Révolution qui a commis un crime. Au tribunal de Nuremberg, on n'a pas mis l'Allemagne, on n'a même pas mis le Troisième Reich, on n'a pas mis la Deuxième Guerre mondiale dans le box des accusés. On a mis Göring, Speer, Keitel, enfin on a mis un certain nombre de personnes, on a dit vous étiez dans tel poste, vous avez donné tels ordres, ou bien vous ne pouviez pas ignorer qu'eux, et c'est à ce titre-là qu'on les a condamnés. Et donc ma conclusion, c'est une conclusion de savoir exactement à quelle personne on
peut imputer, mais en expliquant bien qu'on n'impute pas la responsabilité comme le feraient les historiens. Les historiens disent, ah oui, mais alors est-ce que dans les archives, il est bien dit qu'un tel a voulu faire ça, et puis j'ai pas d'archives, ou bien j'ai deux archives qui se contredisent? C'est pas le sujet. Et là, pour le coup, les historiens sont, à mon sens, à côté de la plaque, parce qu'ils essaient de tenir un raisonnement pénal, alors qu'ils ne sont pas des pénalistes. En revanche, les éléments qu'ils apportent, si on les analyse du point de vue du droit pénal, ne laissent à mon avis aucun doute sur le fait que les trois types de crimes ont été commis et que les responsables, les responsables, c'est les membres du comité de sécurité publique, les représentants en mission et les militaires à tous les niveaux de la hiérarchie qui se sont battus en Vendée. Voilà, j'ai été un peu trop long, je m'en excuse. Comment un simple soldat qui a été engagé par l'armée peut-il refuser d'exécuter un ordre? Alors, ça, c'est un argument. C'est un argument qui a d'ailleurs été présenté notamment au tribunal de Nuremberg. Un certain nombre de gens ont dit, bah oui, mais j'obéissais aux ordres. Eh bien, la notion même de crime contre l'humanité exclut, dans ce cas-là, la validité de l'ordre. Parce qu'un ordre, c'est une norme juridique, n'est-ce pas? Ceux d'entre vous qui ont été militaires, même pendant seulement leur service militaire, comme ça m'est arrivé moi, on change de colonel, une petite cérémonie dans laquelle le général arrive et explique que, par décret du président de la République, chef des armées, on a nommé un tel et que par conséquent, vous lui obéirez. D'ailleurs, maintenant, il y a une clause pour tout ce qui concerne l'exécution des lois. C'est-à-dire que l'ordre militaire se situe dans une hiérarchie qui est, on obéit au colonel parce qu'il a été nommé par le chef des armées, et ainsi de suite. Mais ces ordres ne peuvent se situer qu'à l'intérieur des lois. On ne peut pas donner un ordre, si on donne à un fonctionnaire, par exemple, à l'ENA, nous avions un cours de déontologie, que se passe-t-il si on donne un ordre qui correspondrait à un acte de corruption ou à un acte de dilapidation des fonds publics? Réponse, dans ce cas-là, vous exigez un ordre écrit. Parce que, à ce moment-là, avec l'écrit, vous pouvez déférer l'ordre écrit au juge, vous prévenez le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, vous désobéissez et vous êtes couvert. Alors c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, l'obéissance aux ordres est quelque chose de quasiment religieux. Et même quand on lit les règlements militaires, par exemple celui de 1938, la discipline faisant la force principale des armées, il n'importe que, etc. Ce genre de choses, ce genre d'excuse, qu'on appelle l'excuse légale ou l'excuse de la loi, est invalide devant un tribunal pénal. À partir du moment où le soldat connaît les lois de la guerre, il est censé les connaître parce qu'on est censé les lui avoir dites. Et puis de toute façon, il s'agit encore une fois de ces lois de l'humanité. Massacrer une femme ou un enfant ne peut pas être un ordre militaire. C'est de toute façon contraire à l'honneur militaire, et donc aucun militaire n'a le droit de donner cet ordre. Et par conséquent, aucun militaire n'a le devoir d'y obéir. L'idée que le militaire devrait obéir au fond comme un automate, sans se poser de questions, est une notion de discipline militaire qui est une notion complètement fausse, et en tout cas totalement invalide en droit pénal. Y compris, c'est la même chose pour les fonctionnaires civils. Dire, on n'a pas admis, par exemple, que les gens qui avaient raflé des juifs pouvaient s'exonérer de leur responsabilité pénale en disant c'était les ordres. Eh bien non, si un ordre est manifeste, alors là je vous cite la formule de la jurisprudence, mais c'est juste pour donner le concept, manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un quelconque pouvoir législatif ou réglementaire, le fait de tuer quelqu'un parce qu'il est juif, ou de tuer une femme, ou de tuer un enfant, il n'y a aucune loi qui autorise ça. Et s'il y a une loi qui autorise ça, cette loi est de toute façon contraire à cette norme suprême que sont les lois de l'humanité, ces fameuses lois non écrites. Donc de toute façon, cet ordre n'est pas un ordre, et par conséquent, vous ne devez pas y obéir. Ça, c'est absolument de jurisprudence constante, notamment depuis Nuremberg. Alors, j'ajouterais que, effectivement, on distinguera la responsabilité du soldat de la responsabilité du général. On considérera éventuellement que le soldat a moins que le général la connaissance du droit de la guerre et la conscience de ses responsabilités. Bon,
considérera effectivement que dans l'entreprise criminelle commune, le général est plus coupable que le soldat. Ça, mais il se situe quand même dans le périmètre. Je vous dis, le comptable d'Auschwitz, peut-être si ça se trouve un pauvre gars là, qui cherchait un emploi, était comptable, on l'a employé, on l'a envoyé à Auschwitz, si ça se trouve il n'était même pas nazi, mais enfin bon, il savait ce qui se passait à Auschwitz et il était un rouage qui faisait fonctionner la machine, par conséquent il n'est pas innocent. D'ailleurs il y a une jurisprudence intéressante qui est que s'il avait par exemple demandé sa mutation, essayé de se faire muter ailleurs pour ne pas faire ça, à ce moment-là, il aurait pu prétendre, écoutez, je l'ai fait, mais parce que c'était lui ou moi, parce que sinon c'est moi qu'on exécutait, et prétendre qu'il a agi par contrainte. À ce moment-là, si on agit par contrainte, il y a soit circonstance atténuante, soit excuse absolutoire. Là, c'est le tribunal qui décide si la circonstance était absolument à la limite de constituer une force majeure, c'est-à-dire imprévisible, irrésistible et ne dépendant pas de la volonté de celui qui l'invoque. Donc, il y en a un qui a essayé d'utiliser dans les procès révolutionnaires cette excuse-là, c'est Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville, qui est l'accusateur public du tribunal révolutionnaire. Quand on lui a fait le procès, il a dit « Ah mais moi je n'ai fait qu'exécuter la loi, c'était la loi. La loi de Prairial, c'était la loi, je n'ai fait qu'exécuter la loi. » Et en l'occurrence, bon, avec toute la mauvaise foi qui pouvait être celle des thermidoriens, mais enfin, on lui a sorti pour une fois, les thermidoriens étaient prêts à tout, y compris, je veux dire, pour paraphraser ce que je crois Rivarol disait de Mirabeau, pour de l'argent, cet homme est capable de tout et même d'une bonne action. On va dire que les thermidoriens, n'est-ce pas, pour se dissocier de la terreur que pourtant ils avaient largement pratiquée, étaient prêts à tout, y compris à un raisonnement juridique juste. Ils ont dit à Fouquier-Tinville, oui, mais ces lois, tout ça était absolument contraire. Alors là, à l'époque, on disait au droit naturel, n'est-ce pas, et vous l'avez violé, par conséquent, vous y passez. Bon, je loin de moi d'utiliser la jurisprudence des tribunaux de l'époque comme étant une source valide du droit. Là, vraiment, non. Mais c'est vraiment une parodie de justice, la justice révolutionnaire. Mais enfin, en l'occurrence, ils ont sorti un raisonnement juste à ce sujet-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, sauf qu'on dit soumission de chaque instant. Voilà, soumission, oui, soumission de chaque instant, mais ça s'entend dans le cadre des lois et règlements militaires. Supposez que votre général vous donne l'ordre de trahir. Est-ce que vous pourriez prétendre que c'était un ordre? Oui, là, pour le coup, même la hiérarchie militaire vous dirait, ben non, c'était un ordre, mais il ne fallait pas y obéir. Et Dieu sait que des chefs militaires qui ont ordonné des actes qui ont été considérés comme des actes de trahison ensuite, je ne veux pas dire que c'est monnaie courante, mais ça se produit dans toutes les guerres. Je veux dire, les soldats du Mourier étaient-ils des traîtres? Est-ce que les soldats qui ont obéi à l'armistice de Pétain étaient pour autant coupables, les militaires qui ont déposé les armes à ce moment-là? On a considéré ensuite que cet armistice était criminel. Bon. C'est-à-dire, tout ordre ne doit pas être obéi en tant que tel. Au fond, ça revient à un concept de dignité humaine que je crois profondément juste, qui est que tout homme est responsable moralement de ses actes en dernière instance, et qu'on ne peut pas prétendre de dire « je l'ai fait parce qu'on m'avait dit de le faire et ça me lave de toute responsabilité ». Ça revient à dire qu'un individu devrait être réduit à un simple rouage et qui obéirait de manière purement mécanique. À ce moment-là, on n'est plus un être humain. Le concept de dignité humaine, de soi, suppose le concept de responsabilité morale. Et alors là, pour le coup, de tous les instants... La loi est-elle au-dessus de l'ordre naturel? Alors, là, c'est là que... bon, là, c'est une question de philosophie du droit. Oui, non. Oui, non, mais c'est plus une vraie question. Il y a en général, bon, le juste naturalisme, l'école du droit naturel, on s'oppose au droit positif. Le droit positif dit ce que dit la loi est juste, quelle que soit la loi. Et l'école du droit naturel dit il y a un droit naturel duquel doit découler le droit positif. Il faut bien quand même dire que, en tout cas aujourd'hui, c'est le droit naturel qui l'a emporté, puisque dans la mesure où on met, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme comme norme fondamentale, et toute loi qui n'y est pas conforme n'est pas une loi et ne doit pas être obéie. Parce que l'on considère que les droits de l'homme sont des droits naturels. Mais en 89, on l'avait bien dit, hein, d'ailleurs ce sont des droits qui sont à ce moment-là proclamés sous les auspices de l'être suprême, et on parle de droits inaliénables et sacrés. Donc il y a même une dimension presque divine. Et si on dit qu'ils sont inaliénables, c'est parce que ce sont justement des droits naturels, et que par conséquent, toute loi qui est contraire à cette déclaration des droits de l'homme n'est pas une loi.
Alors, ce qui s'est passé simplement, mais là on rentre dans la technique juridique, c'est qu'avant 1958, nous n'avions pas de tribunal pour juger de la constitutionnalité des lois. Et ce qui s'est passé pendant la Révolution française, c'est qu'au fond, on a idolâtré la loi, et au fond, les lois révolutionnaires dérogent sans arrêt à la Déclaration des droits de l'homme. Et il n'y avait pas de tribunal pour dire, mais attendez, la loi de Prairial qui dit par exemple que l'accusé n'aura pas de défenseur, elle est contraire aux droits de l'homme et par conséquent, elle ne peut pas marcher. Ce que nous avons aujourd'hui, avec notamment le Conseil constitutionnel, mais toutes les cours suprêmes, dans toute la Cour suprême des États-Unis et les autres, n'arrêtent pas justement leur fonction, c'est de dire est-ce que telle loi particulière, c'est-à-dire votée par le Congrès, autrement dit le droit positif ou voté par le Parlement en France, est-ce que cette loi est conforme aux normes supérieures que sont la Constitution, mais également la Déclaration des droits de l'homme et en plus même les principes fondamentaux tirés des lois de la République, c'est-à-dire là pour le coup des valeurs républicaines, comme par exemple la laïcité ou le droit d'association. On a vu en 1971 une loi qui autorisait les policiers à fouiller les coffres des voitures, annulée au titre de la viol, parce qu'on assimilait la voiture au domicile privé, et que comme on ne pouvait pas fouiller un domicile sans un mandat judiciaire, les policiers ne pouvaient pas, sauf s'ils avaient un mandat judiciaire ou une commission rogatoire, fouiller le coffre de la voiture. Autant vous dire qu'on n'est plus là. Hein. Mais c'était pour vous dire qu'il y a une hiérarchie des normes, et comme le droit naturel se situe en haut de la hiérarchie des normes, toute loi qui n'est pas conforme à ce droit naturel n'est pas une loi. C'est pas qu'on dira en termes juridiques qu'elle est inconstitutionnelle, hein, mais tout simplement, ce n'est pas une loi. Et donc, elle ne peut pas obliger, ni juridiquement, ni en conscience. Alors, a fortiori pour l'ordre d'un militaire, qui se situe là, très en dessous dans la hiérarchie des normes de la loi. Remarquable dans la guerre de Vendée de voir le nombre de métaphores animales que l'on utilise pour qualifier les Vendéens, n'est-ce pas? Alors ce sont parfois on les qualifie de lions ou de tigres quand ils se battent, mais de cochons quand ils s'enfuient. Bon, et pour ce qui est des Juifs, on avait fait exactement la même chose. Je me souviens d'un film que vous avez peut-être vu, ça s'appelait L'œil de Vichy, c'était les bandes d'actualité qu'on passait dans les cinémas à l'époque. Alors il y avait notamment un documentaire antisémite dans lequel on comparait les Juifs à des rats, n'est-ce pas? Alors du coup, la Shoah devient une opération de dératisation. Il suffit d'animaliser les personnes pour du coup avoir le droit de les tuer. On l'a fait avec les Juifs, on l'a fait avec les Vendéens. Pendant toute la période où il y avait l'esclavage, on expliquait aussi au fond que les Noirs n'étaient pas véritablement des personnes humaines. N'est-ce pas, dans une certaine vision du darwinisme, on vous explique, n'est-ce pas, on part d'un grand singe, et puis on diverge, et puis on diverge, et puis on diverge, et puis à la fin on a, n'est-ce pas, le blanc, le jaune, le noir, l'orang-outan, le gorille, où le noir se retrouve plus près de l'orang-outan que du blanc. Ben oui, c'est exact. Lisez par exemple le Grand Larousse du XIXe siècle, à l'article nègre. L'article a été republié dans un fascicule. Bien, on vous explique, mais alors de la manière, dans une optique totalement darwiniste, n'est-ce pas, qu'au fond, les Noirs ne sont pas des êtres humains, ou du moins qu'ils correspondent à... Parce que c'est du racisme, tout simplement. Qu'ils forment une espèce de groupe qui est au fond presque intermédiaire entre le singe et l'homme. Donc du coup, dans ces conditions-là, est-ce que vous tuez ou est-ce que vous ne tuez pas? Ou lisez un roman comme Vercors, Les animaux dénaturés. Je ne sais pas si vous avez... C'est une petite nouvelle de Vercors dans lequel des anthropologues se trouvent en contact avec des singes qui ressemblent énormément... Des singes qu'on ne connaît pas, qui ressemblent énormément à des humains. Et puis voilà que l'un des anthropologues a un commerce qu'autrefois on aurait dit criminel avec une des guenons et qu'il en ait un enfant. Sont-ce des humains ou ne sont-ce pas des humains? Il y a toute une... C'est un roman philosophique, hein, mais le fait est que quand on veut tuer des gens, au fond, le plus simple, c'est de prétendre que ce n'est pas des humains. Alors, la controverse de Valadoïde, ça a été, encore historique, elle n'est pas historique, hein, je veux dire, ça a été largement où on posait la question des Indiens d'Amérique. Bon, s'ils n'avaient pas été des humains, si vraiment ils avaient pensé que ce n'étaient pas des êtres humains, ils leur auraient pas envoyé des missionnaires. Enfin bon, passons. Mais ceci dit, pour dire que tous ces mécanismes-là ont joué en Vendée. En Vendée, on a animalisé les Vendéens. Quand Camille Desmoulins explique que les Vendéens valent moins que leurs bœufs, c'est quand même un langage... Camille Desmoulins parle d'animaux à face humaine. Bon,
on commence par rejeter les gens de l'humanité, puis ensuite on a toutes les raisons de les massacrer. Mais si vous voulez, ça fait partie des mécanismes mentaux de tous les massacres, qui ont de ce genre. Également, du point de vue de certains Serbes, évidemment, les musulmans étaient une espèce de sous-humanité. Bon, voilà. Quand Barrère parle de l'inexplicable Vendée, n'est-ce pas, l'inexplicable Vendée existe encore, c'est le début de l'exorde d'un de ses discours. Effectivement, il y a quelque chose de très choquant pour le comité de salut public, c'est comment le peuple peut-il se révolter contre la révolution qui est censée être faite par le peuple. La seule réponse possible, c'est d'expliquer que ces gens ne sont pas le peuple. Donc, on va le faire de plusieurs manières. Notamment, on va expliquer qu'ils sont au fond le jouet d'un complot mené par les prêtres et les nobles. Bon, c'est une légende qu'aujourd'hui aucun historien... Oui, dès le début. Donc, dès le début, effectivement, alors on commence à dire c'est un complot des prêtres réfractaires, des prêtres réfractaires et des nobles. Mais alors, en plus, on a cette notion de peuple. La notion de peuple, c'est uniquement les républicains. Et ça, c'est très très net, notamment dans les discours de Robespierre. Il y a au fond une espèce de concept de volonté générale qui est largement tiré de Rousseau, mais pas seulement, dans lequel, à partir du moment où vous n'êtes pas dans la volonté générale, vous êtes ennemi du peuple, et l'expression sera d'ailleurs reprise largement, y compris au XXe siècle, par d'autres idéologies, et n'est-ce pas, la révolution ne doit à ses ennemis que la mort. La loi n'est que pour la protection des citoyens. Et c'est très intéressant, d'ailleurs Alain Gérard quand il analyse les discours et les textes, fait bien remarquer que quand on parle des citoyens, on parle uniquement de ceux qui sont des partisans de la République. Les autres ne sont pas des citoyens, et précisément ils sont hors la loi, et là on retombe sur la logique juridique, et par conséquent, c'est là qu'au fond la morale, j'allais dire la morale du comité de salut public, telle qu'il la voit rejoint le droit, c'est les citoyens ont droit à la protection de la loi, les autres n'ont droit qu'à la mort. Ils sont hors la loi. Et donc c'est à la fois moral et légal de les massacrer. C'est un concept de peuple. Ils n'ont pas du tout, et ça c'est Mona Ozouf notamment et François Furet qui l'ont bien mis en évidence, ils n'ont pas du tout pensé la démocratie comme pluraliste, comme affrontement de plusieurs opinions, avec recherche de compromis entre les deux. Ce qu'on appelle en sciences politiques la différence entre la démocratie procédurale et la démocratie culturelle. La démocratie procédurale, ça consiste à dire qu'à partir du moment où vous avez respecté les procédures, vous avez tous les droits. C'était le mot fameux d'un député du nom de Léniel en 1981, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Bon, ce qui revenait à dire que la majorité avait tous les droits sur la minorité. Bon, ce qui est une énormité totale du point de vue de la philosophie du droit. La démocratie culturelle consiste à dire que même si on est majoritaire, on n'a pas tous les droits à l'égard de la minorité. Parce que, notamment, il y a les fameux droits de l'homme, entre autres, qui s'y opposent. Alors vous avez un révolutionnaire, j'ai lu ça tout récemment dans un bouquin, qui explique qu'au fond, on a le droit de massacrer toute la population jusqu'à la moitié moins 1. Bon, c'est-à-dire que la moitié plus 1 a en quelque sorte droit de vie et mort sur la moitié moins 1. Ce n'est pas de la démocratie, ça. Parce que la démocratie, en tout cas, ce n'est pas la démocratie fondée sur les droits de l'homme. La démocratie fondée sur les droits de l'homme, c'est que de toute façon, vous n'avez pas le droit de... Si on abolit la peine de mort, là, vous avez même le droit de tuer absolument personne. Mais que de toute façon, la minorité a des droits. Mais ça, c'est une notion qui n'existe pas à l'époque de la Révolution française, parce qu'on a au fond une notion de démocratie qui est assez totalisante, et certains diront totalitaire. Donc là, il y a aussi une dispute, mais ça c'est de la philosophie politique, hein. Mais en tout cas, la limite est quand même très 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 fine entre le fait de dire la majorité commande et puis la majorité a tous les droits. Aujourd'hui, la majorité n'a pas tous les droits. Nos lois ne permettent pas à une majorité de tout faire. La minorité a des droits aussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui on réconcilie la morale et le droit. Au fond, la morale, d'une manière générale, ça consiste à ne pas faire tout ce qu'on aurait le droit de faire.
La différence entre le droit et la morale, n'est-ce pas, c'est que le droit est une science politique et que les sciences politiques sont un art du possible. Que ce soit en économie ou en droit, n'est-ce pas, il s'agit de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin, le premier cours d'économie que j'ai eu, c'est que vous avez un budget de 10 francs, les brioches coûtent 2 francs, les croissants 1 franc et le pain 50 centimes. Quel est votre meilleur panier avec 10 francs? Alors on vous apprend à monter un modèle économique dans lequel vous avez la droite de contraintes budgétaires et la courbe de tous les achats possibles. Et en fait, vos possibilités sont les endroits qui se situent de la courbe, qui se situent en dessous de la droite de contraintes. Bon, en politique, d'une manière générale, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a des choses qui sont moralement souhaitables, mais politiquement pas possibles. Par exemple, vous voyez, il est certain que la prostitution ou l'alcoolisme ne sont pas de bonnes choses, mais interdire l'alcool est-il une bonne chose, et prohiber la prostitution en est-il une, si par exemple prohiber l'alcool doit provoquer un développement du banditisme et peut-être un remède qui sera pire que le mal. Le droit ne consiste pas à faire ce que la morale exige, qu'il doit y avoir une congruence entre les deux, certes, mais si vous essayez de transformer la morale en loi, alors là vous risquez réellement de tomber dans quelque chose de totalitaire. Et quand vous dites c'était des purs, mais oui, c'était des purs, et c'est précisément parce que c'était des purs que c'est devenu des criminels. À partir du moment où vous dites le bien absolu doit l'emporter, ça veut dire que tous ceux qui n'adhèrent pas au bien absolu sont dans le mal absolu, et par conséquent, il faut les éliminer. Et ça vous donnera aussi bien, à la limite, l'Inquisition que les massacres de Vendée. Parce qu'il ne peut pas y avoir de compromis entre le bien et le mal. Or, la politique consiste précisément à essayer de trouver un compromis, à savoir que les choses ne sont jamais totalement blanches ou totalement noires, à moyenner et à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. De ce point de vue-là, le comité de salut public n'est absolument pas dans cette logique-là. L'ordre nouveau doit l'emporter, l'ordre ancien doit disparaître, et la logique du guerre de Vendée, de ce point de vue-là, ressemble beaucoup au massacre des Khmers rouges, n'est-ce pas? Il y a un ordre nouveau et un peuple nouveau, parce que c'est exactement le vocabulaire des Khmers rouges qui doit émerger, et pour qu'il puisse émerger, le peuple ancien doit disparaître. Et là, on rentre dans une logique génocidaire. Monsieur? Merci. Un commentaire pour vous remercier pour le livre que vous avez écrit, qui je pense pour beaucoup d'entre nous a clarifié des notions qui traînaient depuis longtemps, mais que personne n'avait vraiment réussi à mettre là où elles devaient être mises et la façon dont elles devaient être mises. Maintenant, ceci dit, nous sommes nombreux à vouloir garder la mémoire de cette guerre de Vendée. Et on veut la garder parce qu'on tend à l'effacer, en particulier. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce que vous avez fait, cet énorme travail, pour... dans quelle mesure on peut l'utiliser pour faire reconnaître, parce qu'on a besoin de cette reconnaissance, ce qui s'est passé en Vendée. Excellente question, et je vous remercie de me l'avoir posée, n'est-ce pas? Selon un rite antique et solennel, oui. En fait, j'avais quand même une idée dans la tête en écrivant ce bouquin. Une chose qui me choque, parce que moi je ne suis pas du tout vendéen, je suis enfin bon, ancêtre dans le Morbihan, mais donc là pour le coup on est effectivement passablement proche du sujet, mais c'est surtout l'île-et-Vilaine. Donc on est un peu plus loin, donc la Vendée, je suis tombé dedans uniquement à cause de cet article et de mon passage auprès des tribunaux pénaux internationaux. Je ne suis absolument pas, j'allais dire, affectivement partie prenante, donc je n'ai pas baigné dans cette mémoire vendéenne. Mais ce qui m'a beaucoup surpris et choqué, c'est de voir qu'au fond, il y a des gens qui nient la nature criminelle des faits qui ont été commis en Vendée, au fond sur une base politique. Reconnaître que des crimes auraient pu être commis, ça veut dire que la Révolution est discréditée, voire que la République est discréditée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je vous dis, les crimes sont commis par des criminels, et ma conclusion n'est pas que la République est un régime criminel. D'ailleurs, nous vivons en République, tout le monde peut aller à la messe. Moi, je sers la République depuis 30 ans, j'espère ne pas servir un régime criminel. En tout cas, je ne le pense pas. Non, ça porte le même nom que le régime de 93-94, c'est pas la même chose. De la même manière que la monarchie, c'est pas la même chose si c'est Louis XVI ou si c'est un Giscard. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par les mots non plus. Mais donc je refuse absolument cette espèce de syllogisme à l'envers qui consiste à dire la République c'est des droits de l'homme. Or, si vous dites que c'est un crime, c'est pas les droits de l'homme, donc ça ne peut pas être la République. Or, c'était la première République. Hein. Donc là, on est dans une espèce de raisonnement circulaire dans lequel on s'interdit absolument une conclusion a priori.
Donc ça, c'est pas la recherche honnête de la vérité. Dire, en sens inverse, admettons-le, il y a quand même, il me semble, chez certains auteurs vendéens, je ne veux me fâcher avec personne, parfois en filigrane, l'idée de dire la preuve que la République est un régime criminel, c'est la Vendée. Bon, moi, c'est là, je rentre absolument ni dans un raisonnement, ni dans l'autre. Hein. L'histoire est pleine de bruit, de fureur et de crimes. De ce point de vue-là, sous la monarchie, il y a quelques petites choses dans le genre Saint-Barthélemy, dévastation du Palatinat, enfin bon, je veux dire, vous savez, je crois que c'est François de Sales qui disait, là où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Le mot hommerie n'existe plus, mais il faut penser qu'il est fondé sur le mot cochonnerie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, voilà, la pauvre humanité, elle n'est pas, l'homme n'est ni ange ni bête, disait Pascal, et quand il veut faire l'ange, il fait la bête, peut-être même qu'il fait la bête immonde. Et de ce point de vue-là, il y avait effectivement une tentation angélique, comme monsieur parlait des purs, quand on se prend pour le bien absolu, généralement, ça se termine très 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 mal. Et donc, mon idée, c'était d'écrire un livre pour dire, au fond, il n'y a pas besoin d'être anti-républicain pour penser qu'il y a des crimes qui ont été commis pendant la guerre de Vendée. Voilà. Je suis un loyal serviteur de la République depuis 30 ans, ça ne m'empêchera pas de dire que ça, c'est criminel. Un crime est un crime, quoi qu'on fasse, et ce serait bien de le reconnaître. Et de ne pas s'interdire de le reconnaître. Alors ça vous donne sinon des choses totalement déniplégiques, comme la célébration du bicentenaire, dans lequel, très curieusement, n'est-ce pas, on a célébré la déclaration de 89, mais alors on s'est gardé, mais alors avec prudence, de dépasser l'année 90 et la fête de la Fédération, parce que là, on s'aventurait sur un terrain, bon, ce qui fait que ça mécontentait tout le monde, ceux qui... tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, notamment ceux qui auraient voulu qu'on célèbre à 93, j'allais dire le républicanisme façon Michelet, si j'ose dire, dans lequel, au fond, la Révolution est une espèce de nouvelle histoire sainte dans laquelle tout doit être saint, n'est-ce pas? Et puis alors, l'inverse, il me semble, et si mon travail peut servir à quelque chose, j'aimerais que ce soit à ça qu'il serve, qu'on revisite cette partie de notre histoire et qu'on reconnaisse que, ben voilà, voilà, on a dérapé, on a fait ce qu'on n'aurait pas dû faire, bon, de toute façon, c'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Je veux dire, je ne suis pas dans une démarche où il faudrait qu'on demande pardon à quelqu'un. Je veux dire, les gens sont morts depuis 200 ans, on ne va pas les ressusciter. Donc, et puis en plus, comment dirais-je, les criminels sont morts aussi depuis 200 ans. Bon, tout ça, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts, on ne pleure pas sur le verre brisé ni sur le lait répandu, ça ne sert à rien. Mais c'est peut-être utile de voir pourquoi le verre a été brisé ou comment le lait a été répandu, ne serait-ce que pour ne pas recommencer. Voilà, à mon sens, les leçons de l'histoire, c'est essentiellement, c'est pas pour condamner nos ancêtres, je crois que c'est Montalembert qui disait pour juger le passé, il faudrait l'avoir vécu, et pour le condamner, il faudrait ne rien lui devoir. Ce qui nous ramène tout de suite à beaucoup d'humilité en matière de jugement historique, mais au moins dire, ben voilà, ça s'est passé comme ça et c'était pas bien, et ça s'est passé comme ça parce que, et voilà, comme ça on est prévenu pour la prochaine fois. Ma démarche se limite à ça, mais j'aimerais bien quand même qu'on gratte le nom de Turreau sur l'Arc de Triomphe, voilà, il y a quelques petites choses qui, à mon sens, et même qu'après l'avoir solennellement buriné, on laisse le truc bien visible et que les guides expliquent que voilà, vous avez un nom qui a été ébiffé parce que je pense que ça n'insulterait personne, je pense même que ça nous grandirait en tant que nation française, parce que je pense qu'on se grandit à la fois en tant qu'individu et en tant que nation quand on dit, ben voilà, là j'aurais pas dû le faire, je l'ai fait, j'ai eu tort, mais à nulle part. Mais bon, pas non plus battre sa coupe. Aucune personne humaine n'est réductible à ses crimes, et aucune nation n'est réductible à certains épisodes criminels de son histoire. Je veux dire, on ne va pas réduire l'Allemagne à ce qui s'est passé entre 1933 et 1945. Je veux dire, c'est le pays de Goethe, de Beethoven. Hein, bon, la France aussi, c'est pas réductible à ça. Mais ça en fait partie. N'est-ce pas? De la même manière que dans nos vies personnelles, ben, nous avons tous un placard dans lequel on sait que bon, il y a des choses, parce que nos vies ne sont pas non plus totalement lumineuses.
Mais si on veut être quelqu'un d'équilibré et quelqu'un qui tient sur ses deux pieds, ben, il faut savoir que, oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi cette partie-là. Et que ça ne sert à rien de prétendre que ça n'a pas existé ou que finalement c'était bien. Voilà. C'est essentiellement à ça que je voudrais que mon livre... Il faut qu'on tienne les délais. Oui, bien sûr. Donc une toute dernière question. Oui, merci. Je trouve que vous avez eu tout à fait raison dès le départ de bien éclaircir 2 points qui avaient été objectés par Jean-Clément Martin. Et je pense que pour vous c'est un label, parce que venant de sa part, ça prouve que votre travail est certainement tout à fait nécessaire et bienvenu. Vous avez cité à plusieurs reprises le travail de notre ami Alain Gérard, et vous avez bien fait la distinction entre sa fonction d'historien et la nuance avec le juriste que vous êtes. Vous n'avez pas donné votre opinion sur Michelet, mais j'imagine que c'est le temps qui vous a manqué. Toutefois, ça m'aurait beaucoup intéressé de connaître votre sentiment à son égard. Ma question, elle est la suivante. Que pensez-vous du travail et des positions de Rénal Séché? Alors, j'ai d'abord la plus grande estime pour Rénal Séché. Alors, je sais qu'il est très controversé, mais bon, à titre personnel, j'ai pour lui la plus grande estime, ne serait-ce que parce que c'est lui qui a jeté le pavé dans la mare et sorti le débat. Je veux dire, s'il n'avait pas écrit son bouquin sur la Vendée vengée et le génocide franco-français, je pense que peut-être, même vraisemblablement, beaucoup d'entre vous ne seraient pas ici, en tout cas moi j'y serais pas. Ceci dit, je ne l'adhère pas à la totalité de sa thèse. La thèse de Séché, c'est qu'il y avait génocide depuis août 93. Je ne dis pas que sa thèse est fausse. Simplement, en tant que juriste, moi, il me faut une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Or, entre août et décembre, la bataille de Savenay, il y a quand même un doute, qui est que les républicains se battent pour la survie de leur régime. Et que donc, en plus, on n'a pas une politique... Si on a une politique d'attaque généralisée et systématique de la population vendéenne, on ne massacre pas systématiquement tous les civils. Bon. Et donc, je ne peux pas dire, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a génocide à cette période-là. En revanche, quand on rentre dans la période des colonnes infernales, là, les ordres sont très clairs, il s'agit de massacrer absolument tout le monde. Et même, et c'est ça qui est très remarquable, y compris les éventuels républicains. Via Grignon se vante d'avoir massacré des municipalités en écharpe tricolore. Donc là, il n'y a pas de doute, on ne massacre pas les gens pour ce qu'ils auraient fait, c'est-à-dire être rebelles, on les massacre vraiment pour ce qu'ils sont. Et donc là, au-delà de tout doute raisonnable, on est dans une logique génocidaire. Si j'étais procureur, je plaiderais peut-être... Je crois que, si vous voulez, on ne se lève pas un matin en disant « je vais commettre un génocide ». Et le comité de salut public n'avait pas un bouton crime de guerre, clic crime contre l'humanité, clic génocide. Non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Si vous voulez, au début, ils ont cru que c'était une jacquerie, et ils ont voulu la réprimer comme on réprimait les jacqueries, c'est-à-dire sans faire trop de détails. Crime de guerre. Et puis, à partir d'août, ils n'y arrivent toujours pas, la spirale de violence s'amplifie, on arrive à la dévastation du pays, et puis à la fin, n'est-ce pas, c'est ce que vous raconte Alain Gérard, ils sont arrivés à la conclusion, on n'y arrivera jamais à moins de les massacrer tous. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans la logique génocidaire. Mais ils y sont rentrés, au fond, de manière progressive. C'est-à-dire que plus ils se sont rendus compte que les Vendéens ne se rallieraient jamais à la République, et plus ils étaient persuadés que, du coup, comme il fallait que la République triomphe, il fallait massacrer tous les Vendéens. Alors, ce qui est particulièrement typique et élément de preuve au-delà du doute raisonnable pour le génocide, pour la période des colonnes infernales, c'est que ça intervient à un moment où il n'y a plus aucune nécessité militaire de massacrer les Vendéens, parce que la bataille de Savenay a vraiment... c'est la fin de l'armée catholique et royale, et il n'y a plus, Kléber le dit, et c'est un militaire qui connaît son job, le dit expressément dans ses mémoires, il n'y a plus de résistance militaire à ce moment-là. Et en fait, la terreur n'est pas causée par la Vendée, de la même manière que la répression à Lyon commence après que la ville ait été prise. C'est après que la ville ait été prise qu'on canonne les gens à mitraille. Bon. Et c'est après que l'armée catholique et royale ait été vaincue à Savenay qu'on commence l'épisode des colonnes infernales. Donc en plus, on n'a même pas, alors là pour le coup, le doute, il y aura un doute
qu'on aurait pu soulever, qui est, ben oui, mais il y avait une guerre, il fallait la gagner. Mais oui, mais elle est gagnée. Après ça venait, elle est gagnée. Donc il n'y a vraiment aucune justification militaire à s'équiper des colonnes infernales. Si on veut lui trouver une justification, elle est autre. Et cette justification, je pense que c'est celle que donne Alain Gérard, c'est ils se sont persuadés que on n'aurait pas réglé le problème tant qu'on n'aurait pas massacré tous les Vendéens en tant que tels. Et donc là, par rapport à Reynald Secher, c'est en fait mon problème avec lui, si j'ai un problème, je ne crois pas que j'en ai, parce que, en tout cas, lui ne m'a jamais, non seulement ne m'a jamais attaqué, mais je sais que j'ai su qu'il était assez content de mon bouquin, c'est un problème de niveau de preuve. Reynald Secher se situe dans ma typologie juridique au nom des motifs sérieux ou substantiels de croire qu'un génocide a été commis à partir de 1993. Moi je dis ok, motif substantiel ou sérieux, j'admets tout à fait. Mais moi, il me faut, au-delà de tout doute raisonnable, il me faut un étage au-dessus. Et je cite dans mon bouquin, précisément à propos de la thèse de Secher, une jurisprudence du tribunal pour la Yougoslavie qui relâche un général serbe qui était accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide, les trois, et qui le condamne pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et le relaxe du chef de crime de génocide en disant « La Cour ne dit pas, et elle ne veut pas dire », je cite assez exactement, vous l'avez dans le bouquin, « La Cour ne dit pas, et elle ne veut pas dire que le génocide n'a pas été commis. Mais le standard du doute raisonnable, au-delà du doute raisonnable, n'est pas atteint, et par conséquent, on ne peut pas émettre un verdict de condamnation. » Et je crois que c'est au fond un petit peu, par exemple, dans l'affaire Abdelkader Meras, ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et c'était la défense de Dupond-Moretti. Vous avez de fortes présomptions, mais vous n'avez pas la preuve. Tant que vous n'avez pas la preuve, vous avez un doute. Et tant que vous avez un doute, il profite à l'accusé. Et ça me semble être de bonne justice. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire dans mon bouquin. Du coup, je ne suis pas à 100% d'accord avec Reynald Secher, mais j'allais dire, je suis d'accord à 95%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est 5%, mais il affirme qu'il y a un génocide, et j'affirme aussi qu'il y a un génocide. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que lui, il le commence en août, et moi, en 93, moi je le commence en janvier 94. Bon, c'est une divergence. C'est une divergence. Je ne pense pas que ce soit une divergence essentielle. Voilà. Le mémoricide. Alors, le mémoricide, ça c'est autre chose. Là, on n'est plus du tout dans une logique judiciaire, mais effectivement, à titre j'ai beaucoup aimé son bouquin, et je remarque que dans toutes les histoires de génocide, y compris le rwandais et le yougoslave, en fait, le déni est contemporain du crime. C'est-à-dire qu'on nie le crime au moment même où on le commet. Alors, vous avez des choses tout à fait nettes dans l'affaire de la guerre de Vendée, quand vous avez par exemple, comment s'appelle-t-il, Garnier de Sainte, je crois, qui fait point d'écrit, mes amis, surtout point d'écrit, où les Vendéens n'ont pas le temps de faire de journaux, tout ça s'oubliera comme le reste. Bon, il y a bien, ou même cette espèce de propagande insensée sur Bara, n'est-ce pas, on essaie de voir ou sur les massacres de Machecoul, dont Jean-Clément Martin admet lui-même qu'au maximum c'est 100 morts et pas 800, et surtout qu'il y a eu un massacre à Pornic 3 jours avant, dans lequel il y a eu 200, enfin bon, il y a effectivement le déni, et Alain Gérard l'explique très bien, le déni est concomitant du crime. Mais ça c'est du Socrate, hein, enfin du Socrate, du Platon, qui nous dit que Socrate disait que nul n'est méchant volontairement. C'est-à-dire qu'au moment même où cet humoriste qui disait quand on va commettre un acte inhumain, on trouve toujours la même excuse qui est après tout c'est humain. Bon, c'est un petit peu ça. On ne peut pas commettre un crime en se disant qu'on commet un crime. Et on ne peut pas commettre un génocide en se disant « je suis un criminel ». Donc on va expliquer, non, ben, ces gens sont des animaux, ces gens sont des sous-hommes, ces gens sont... Voilà. Il faut, d'une manière générale, les rejeter en dehors de l'humanité avant de pouvoir les tuer. Parce qu'il faut qu'on puisse se regarder dans un miroir et que personne n'a envie de cracher quand il se regarde dans le miroir. Donc le mémoricide, mais j'allais dire, c'est une logique qui est une logique pour chacun d'entre nous. Je veux dire, qui n'a pas fait l'expérience de faire quelque chose dont il savait qu'il était mal et essayer de trouver la bonne excuse pour que ça paraisse autrement, au moins au moment où on est en train de le faire. Le mémoricide, c'est une logique que nous portons en chacun de nous. Et évidemment, on la porte aussi au niveau collectif. Alors, je vous remercie de votre attention. Je crois qu'on a...